Dorothée Pousseau, salut! Salut, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être là, vraiment c'est un honneur. Alors Dorothée, on va te présenter quand même pour les quelques personnes qui ne savent pas qui tu es, même si je pense que ta voix déjà donne un indice et fait que même si on ne connaît pas toujours ton visage, on connaît tous, je pense, ta voix. Tu es la doubleuse star en France. Entre autres, tu es la voix française. Si, Ouais, je le dis moi-même, okay. Je peux me bon, permettre. D'accord, merci, c'est gentil. Je me permets parce que c'est quand même le cas. Tu as un palmarès, il suffit d'aller sur ton Wikipédia, qui est incroyable en doublage. Tu es la voix française de Margot Robbie, entre autres. Et dernièrement, on t'a reconnu dans la voix d'Anxiété, ah, oui. dans Vice Versa 2, donc, qui était au cinéma, qui a été un énorme carton. Pour Diverto Télé, tu as dit, il y a quelque chose de très attendrissant dans Anxiété. Est-ce que pour toi, c'est une émotion qui te parle? Et en quoi l'anxiété, pour toi, c'est attendrissant? L'anxiété, pour moi, ça a un côté un peu attendrissant, puisque c'est toujours un peu dans le souci de bien faire, en fait. Souvent, l'anxiété, elle est générée parce que on est anxieux de tel ou tel moment, parce qu'on veut que ça se passe bien, on veut bien faire. Donc, c'est en ce point-là que je trouve ça assez attendrissant. Maintenant, c'est pas un sentiment qui me parle à moi parce que je veux jamais bien faire. J'adore. Pas du tout. Non, c'est parce que je vais douter beaucoup. Quand je bosse, très souvent, je me remets énormément en question, vraiment parfois même trop. Ça va être un de mes défauts. Mais par contre, je suis pas spécialement anxieuse. Voilà. Je peux douter, mais je suis pas vraiment anxieuse. Donc, c'est un sentiment qui me parle pas, non. Et comment on fait? C'était cool, c'était un vrai rôle de composition pour le coup. Ben, c'est pour ça. Comment t'as fait pour te mettre dans la peau d'anxiété en sachant que c'est pas quelque chose que t'incarnes au quotidien? En fait, elle a un débit un peu rapide. Donc, en fait, je me mettais un peu dans ce débit de stress qui fait que, on veut bien faire, oui, mais est-ce que tu crois que c'est bon? Non, parce que si jamais c'est pas bon, voilà. Donc, en fait, ils ont souvent des réflexions qui vont vite, ça fuse. Elle avait un débit assez rapide. Donc, c'est ce débit-là qui me permettait de me mettre dedans. Puis, j'ai une ou deux copines d'enfance qui sont extrêmement anxieuses. C'en est même drôle. Donc, c'est vrai que je m'inspirais beaucoup d'elles. J'essayais de penser à elles. Et voilà, mais c'est ce qui est assez marrant, justement, c'est que parfois, certaines fois, je faisais la scène juste, tu vois, c'était synchrone, c'était dans l'image, c'était juste. Et en fait, à la fin de la scène, on réécoutait, je faisais, il manque de l'anxiété. C'est pas assez anxieux. Et en fait, tout était bon, mais il manquait une couche de stress. Tu vois, et donc on refaisait la même chose, mais en rajoutant un peu plus de stress, quoi. Le curseur, parfois, il n'était pas assez, c'est marrant. pas assez haut dans mes premiers jets. Donc en fait, sans l'être, en observant des gens que tu connais qui le sont, tu réussissais, comme tu disais, à avoir le curseur de la ça, c'est le boulot d'un comédien aussi. Alors là, on a l'exemple de la VO qui nous aide beaucoup, puisque quelqu'un a déjà mâché le travail et on doit recopier le sien. Mais c'est vrai qu'on fait toujours appel, comme quand on tourne, quand on aborde un rôle qui n'est pas nous, on fait toujours appel un peu à nos expériences de vie, les gens qu'on a croisés, voilà, tout ça. Donc là, c'est avec Hervé Bellon, qui est un grand directeur artistique qui dirigeait le film, et l'équipe de Disney qui était aussi présente. Et Émilie Dubois et Virginie Courgenay. En fait, on a travaillé en équipe tous ensemble pour dire non, tiens, on lui rajoute de l'humour là. Là, on est pas assez anxieux. Là, on est pas assez triste. Là, on est pas assez colère, etc. Donc c'est tous ensemble qu'on a cherché tous ces sentiments, qu'on a fabriqué ce personnage. C'est vraiment un travail d'équipe. Je peux pas me l'attribuer toute seule. Et voilà. Et puis Après, ça nous appartient plus. Après, est-ce que le public va aimer ou pas? Et là, le film a été bien reçu. Ouais, c'est super. Après, moi, je m'en doutais que ça allait. Alors, je pensais pas forcément à ce point-là, mais je me doutais que ça allait être bien parce que vraiment, j'avais adoré le 1. J'ai trouvé ça tellement intelligent, mais j'ai trouvé ça brillant. Enfin, de toute façon, c'est Pixar. Tout simplement, je trouve qu'ils font que des chefs-d'œuvre. Et en fait, je m'attendais pas du tout à un film aussi quali. C'est-à-dire que justement, mettre en avant autant, mettre pour personnage principal un tel défaut, qui n'est pas vraiment un défaut, mais qui est plus un handicap, quoi, on va dire, parce que c'est pas forcément un défaut, c'est jamais fait par méchanceté, l'anxiété. Et on le comprend bien dans le film. Voilà, et puis c'est un sentiment qui est tellement présent chez beaucoup de gens, et qui est tellement envahissant, qui est tellement incontrôlable, et qui arrive vraiment à l'adolescence. Enfin, c'est là où on voit le cap, quoi, que je trouve d'avoir mis l'accent justement sur l'anxiété et non sur la sexualité, tu vois, avec un autre personnage ou l'envie, etc. Tu vois, d'avoir vraiment axé sur ce défaut, justement, c'était brillant, quoi.
Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans un mode de vie qui est hyper stressant. Je parle même pas du lifestyle parisien, on court de partout et forcément, on ressent. Le sujet de la santé mentale, il est beaucoup sur la table. Je pense que c'est ce qui justifie aussi le fait que vice-versa, ça fonctionne énormément parce qu'on a beaucoup de mal à comprendre et à accepter nos émotions aujourd'hui. Non, c'est sûr. Et puis, je vois mes enfants, mes filles, Mila et Romy, elles sont petites encore, 10 ans et 7 ans. Ma fille de 10 ans, elle n'est pas encore dans l'adolescence, mais elles ont adoré le film parce qu'en fait, justement, elles s'imaginaient, je trouve que du coup, elles vont appréhender ce sentiment qui arrivera ou cette adolescence peut-être d'une autre manière, sincèrement, après avoir vu ce film. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de retours de médecins qui disaient mais c'est exceptionnel, c'est un vrai travail. Et les adolescents, comme mes nièces qui ont 14 ans, c'est des jumelles, elles se sont retrouvées totalement dans cette adolescente. Et les adultes, nous, quand on a vu le film, on s'est rappelé ce moment très ingrat qu'est l'adolescence. Et en fait, c'était, je pense que c'est un film tout public justement qui a touché tous les âges, quoi. Mais comment t'expliques justement que toi, tu disais que anxiété nous rappelle l'adolescent qu'on était parce qu'on a connu ces périodes-là. Mais comment t'expliques que toi aujourd'hui, tu t'estimes pas anxieuse? Mais parce que je trouve que en mûrissant, je sais pas, c'est le cas de tout le monde, mais en mûrissant, on apprend à gérer ses sentiments. On voit bien l'enfance, le gamin qui fait un caprice, il tombe par terre, il se roule par terre. Heureusement qu'adulte, on ne le fait pas. Ça serait qu'on nous regarderait un petit peu. Voilà. C'est-à-dire qu'après, on apprend à gérer ses sentiments. Tu vois, par exemple, une déception, un enfant, ou quand on est enceinte. Hein. Moi, je me souviens, on faisait une queue de poisson en voiture. J'étais, c'était, voilà. Mais quand on a toutes ces hormones en nous, généralement, on retombe un peu en enfance pour ces émotions qu'on n'arrive plus du tout à gérer. Et en fait, en fait, voilà, c'est en grandissant, on apprend à canaliser nos sentiments, à gérer nos émotions, à gérer nos déceptions, à gérer nos peurs. Tu vois, j'étais beaucoup plus effrayée quand je voyais un film d'horreur à 13 ans qu'adulte où je dis oui, bon, il y a des effets spéciaux, tiens, c'est bien fait. Bon, voilà. Donc alors, j'ai encore peur, hein, t'inquiète pas. Mais je veux dire, plus pareil, tu vois, t'as plus de recul. Voilà, on a du recul, voilà. Faut bien qu'il y ait des avantages dans le fait de vieillir quand même aussi. Mais, complètement. Mais du coup, toi, si tu devais définir une émotion dans vice-versa, ça serait quoi? Alors, on a compris que ça serait pas l'anxiété, c'est clair. Ça serait laquelle? Joie, tristesse? Ah, si moi je devais être... moi, je suis joie. T'es joie. Ouais, moi, je le sens. Ouais, je suis très joyeuse de tempérament. Je suis plutôt à voir le verre à moitié plein. Tu vois que je suis très positive. Mais ça vient d'où? Je sais pas, je crois que c'est un tempérament de naissance, hein, parce que ma deuxième, elle est comme ça, pareil, elle se marre tout le temps. Oui, parce que du coup, elle a le modèle de toi. Toi, tes parents étaient comme ça? Pas trop, non. Mon père était plutôt assez... Mais non, mais mes deux parents sont plutôt des gens marrants, sympas, enfin ouverts et tout ça. C'est pas des gens tristes et taiseux du tout. Mais mon père était plutôt assez blagueur, etc. Ouais, quand même. Mais je suis quand même beaucoup plus expansive que mes parents. Après, j'ai travaillé très jeune. J'ai commencé à travailler à 6 ans. Tu faisais quoi à 6 ans? Comédienne, et j'ai commencé à 7 ans après au théâtre avec Michel Bouquet dans Le Malade imaginaire. Ouais. Et ce qui fait que, en fait, je pense aussi d'avoir toujours été dans un monde d'adultes. J'ai indirectement, pas vraiment eu d'enfance, mais pas au sens péjoratif du terme, parce que j'ai eu une super enfance, au contraire. Et en même temps, j'ai du coup peut-être aussi toujours gardé ma part d'enfant en moi. Et aujourd'hui, à 40 ans, tu vois, j'ai parfois, j'ai même ma fille qui va me faire maman, être plus mature que moi. Enfin voilà quoi. J'adore. Donc c'est, j'ai toujours. Après, c'est le propre aussi de beaucoup de comédiens. Je pense que comme on joue beaucoup, on aime jouer, on fait un métier qui est du jeu en fait. On est toujours resté un peu gamin. Moi, je me souviens, je faisais des aventures à 13 ans. Je jouais encore avec des Fisher-Price. Peut-être pas des Fisher-Price, mais des Playmobil, tu vois. Et j'inventais plein d'histoires. J'ai un grand frère qui a 3 ans de plus. On s'éclatait, on jouait à fond ensemble. On avait beaucoup d'imagination. On inventait plein de trucs. Et après, on est une génération qui n'avait pas de tablette, hein, évidemment. Oui. Mais c'est vrai que c'était... j'étais vraiment dans l'imaginaire, dans justement construire des rôles, jouer, quoi. Et je l'ai toujours gardé, quoi. Mais justement, attention, question philosophique. Ouais.
L'enfant intérieur, est-ce que tu penses, parce que c'est de ça dont on parle, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu arrives à le garder parce que justement, dans ton travail, c'est hyper présent. Tu fais la voix d'anxiété, tu as fait Diana dans Martin Mystère, tu as fait Horace. Alors Diana dans Martin Mystère, j'étais jeune, je n'étais pas petite, mais j'avais 19 ans, 20 ans quand on a commencé la série. Ouais, jeune adulte. Jeune adulte. T'es en fin d'adolescence, quoi. Horace, t'avais quel âge du coup pour Kid Paddle? 18 ans, je dirais. Ouais, jeune adulte aussi. Fin de l'ado, quoi. Donc pareil pour Marie-Kate et Ashley Olsen. Ah non, là j'avais 12 ans quand j'ai commencé à les doubler. Waouh, incroyable. J'étais encore, tu vois, très jeune adolescente. Il y a toujours ces rôles-là. Aujourd'hui, t'es comment on dit, la voix off de Disney Channel, ça fait longtemps. Mais toujours, ça fait plus de 20 ans. Ouais, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans que... Il y a Anxiété, t'as ces rôles-là toujours. Oui, de doublage de Priya jeunes Ferguson, personnes. comment elle s'appelle Erika Sinclair dans Stranger Things. Oui. Non, et la comédienne, elle a 18 ans aujourd'hui, mais à l'époque, elle avait 14 ans. Et moi, j'étais là, ok. Mais en fait, elle a une voix hyper grave, hyper cassée et elle est très mature. Ouais. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est une adulte, quoi, tu vois. Mais même moi, je me disais, c'est bizarre, t'es sûre qu'elle a 14 ans ou est-ce que c'est une adulte, tu sais, qui est comme dans Arnold et Willy à l'époque, tu vois, qui fait très très jeune, tu vois. Je vois un peu masqué, mais je vois complètement. Tellement, elle était mature, c'était impressionnant, quoi. J'avais même pas besoin de me dire qu'on pose une ado alors que, si tu veux, j'ai l'impression que j'avais la même maturité qu'elle. Mais ouais, tu le ressentais pas comme ça. Non, c'était fou, quoi. Mais est-ce que du coup, tu penses pas que c'est le fait de doubler toutes ces personnes jeunes qui aussi conservent? Parce que ça s'entretient l'enfant intérieur et ça se perd aussi très vite. Hein. Ça, il y a énormément d'adultes qui oublient l'enfant qu'ils étaient et c'est ce qui crée aussi, je pense, beaucoup de tristesse aujourd'hui. Non, mais c'est sûr. Et dans ma vie, parce que je fréquente aussi beaucoup de gens assez solaires, assez rigolos et tout dans mon entourage. Et puis, je suis toujours très, très, très proche de mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi. Alexis Thomasian, qui est la voix de Martin Mystère. Christophe Lemoine, qui est Cartman dans South Park. Sacré délire. Hein. Donald Renew, qui est comme mon frère, qui est mon frère de cœur, quoi, qui est Spider-Man, Titeuf, voilà. Et en fait, eux, pareil, c'est toujours resté des gamins. Et quand on se retrouve, par exemple, tous les 4, cette bande de 4, c'est hyper fusionnel. Et on a 4 ans et demi d'âge mental. Enfin, tu vois, faire des blagues, des trucs. Nos enfants sont amis et ils sont consternés. Et nous, on a toujours 12 ans. Enfin, on s'est jamais quittés, en fait. On s'est jamais quittés. Et du coup, on a toujours ça, déjà, dans notre vie privée, parce qu'on se voit beaucoup. On a ça au travail, parce qu'on travaille aussi assez régulièrement ensemble, et on a ça effectivement aussi dans nos rôles, parce qu'en dessin animé, quand Donald fait Titeuf, c'est un gamin, voilà, et donc on a tous ces personnages qui nous maintiennent effectivement dans cet état-là, parce qu'on se dit, attends, comment on réagissait à 10 ans, comment on réagissait à 12 ans, voilà, et donc on se remet dans la peau de ces personnages-là, et on les retrouve finalement. Ouais, mais bien sûr, mais c'est cyclique finalement. Ouais. Mais toi, t'es maman, tu l'as dit. Les émotions, c'est un sujet aussi qui est hyper présent, forcément, la question du consentement émotionnel, plein de choses dans l'éducation. Comment tu fais justement en tant que maman pour arriver à placer ce sujet-là, pour arriver à accompagner tes enfants? C'est complexe. Je fais plein d'erreurs. Hein. Ouais, c'est compliqué. Hein. Accueillir ses émotions. Je suis loin d'être une maman parfaite, mais oui, en fait, nous, on parle beaucoup. Alors, on a toujours beaucoup parlé. Déjà, quand moi, j'étais petite avec mes parents, on avait une télé, évidemment. Enfin, je suis pas née non plus il y a 1000 ans, tu vois. Mais on n'avait pas de tablette, on avait même un ordinateur et tout ça. Mais je veux dire, on n'était pas... le soir, si on se regardait un film, tu vois, après. Mais on avait toujours l'heure du dîner. Alors, mon père était pilote de ligne. Il n'était pas souvent là. Mais quand il était là, pour le coup, il était là. Parce qu'il travaillait pas, c'était les jours de repos. Donc, j'en profitais à fond. Et en fait, on était avec mon frère et mes parents, tous les soirs, quasiment, à manger ensemble. On discutait, on racontait nos journées, on échangeait, on parlait énormément. Et du coup, j'ai vraiment voulu perpétuer un peu ça avec mes enfants, tu vois, le côté... moi, j'avais plein de potes déjà à ma génération qui mangeaient devant la télé. Ouais. Tu vois, la mère lui fait une assiette, il mangeait tout seul à 19h30 devant la télé, et puis les parents mangeaient plus tard, ou tu vois. Ouais. J'ai plein de copains aujourd'hui qui ont leurs enfants et qui les font manger. Alors, quand t'as des enfants de 2 ans, évidemment, tu vois. Mais quand t'as des enfants plus grands, qui sont scolarisés, tout ça dans un rythme... Et puis après, moi, j'ai des sorties le soir aussi, des avant-premières, des trucs, je suis pas là tout le temps. Mais quand je suis là, je me mets un point d'honneur à manger avec eux. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien, et on discute et on échange. Et justement, je dis, alors, comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu as eu des moments de joie? Est-ce que tu as eu des moments qui t'ont contrarié? Est-ce que tu as eu, ah bon, oui, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, et pourquoi elle a été méchante? Qu'est-ce qui t'a contrarié? Tu lui as dit que ça t'avait fait de la peine? Enfin, on va vachement dialoguer, en fait. Donc après, est-ce que c'est la bonne méthode, est-ce que c'est pas la bonne méthode, j'en sais rien, il n'y a pas vraiment de vérité. Il y a beaucoup de choses qui commencent par la communication. Je suis une maman comme toutes les autres mamans qui fait ce qu'elle peut, avec le temps qu'elle a accordé à ses enfants. Mais j'essaie en tout cas de leur accorder le maximum.
Et puis voilà, et on essaie de parler au max, quoi. Oui, mais c'est la base. Après, je suis pas non plus dans l'éducation positive à 100%. Voilà, je pense que parfois une petite punition, bon, c'est pas, voilà, je vais pas taper, etc. C'est un geste qui me viendrait pas, qui verrait pas naturellement, quoi. Et puis bon, j'ai la chance d'avoir des enfants qui me poussent pas à bout du tout, loin de là même. Mais bon, voilà, oui. Bon. Communication. Ouais, communication, ouais, c'est ça. De ouf. Tout à l'heure, tu as dit un truc super sur Vice Versa, que d'ailleurs j'ai trouvé en préparant cette interview parce qu'on a travaillé quand même. C'est le fait qu'il y a beaucoup de psys qui reprennent, qui analysent Vice Versa par rapport à la gestion des émotions. Donc, moi, j'ai envie de te poser une question par rapport à toi personnellement. Comment tu fais pour les gérer au quotidien? Parce que tu as une vie à 3000 à l'heure, tu as beaucoup de choses super qui t'arrivent, mais est-ce que tu arrives à accueillir les célébrations? Est-ce que parfois tu fais des arrêts sur image un peu, de te dire là j'ai besoin de pause? C'est comment tu les gères toi au quotidien? Parce que ça va vite, quoi. Ouais, ça va vite. Ça va très vite. Et puis en plus, depuis 1 an, j'ai monté une école de doublage avec Kelly Marot. Ouais. Qui s'appelle Dub School. Et de partout. Et donc j'avoue, en fait, on a voulu, on avait envie, ça fait 35 ans qu'on fait du doublage. On avait envie de passer le flambeau, on avait envie de former comme on a été formés nous à l'époque. On avait envie de tout ça et l'idée vient surtout de Kelly. Faut lui rendre rendre à César ce qui lui appartient. Mais en fait, elle a eu cette idée. Et au début, je disais mais tu crois et tout. Et en fait, on avait peur aussi que parfois les gens dans le métier ils pourraient être méchants ou tout ça. Et en fait, ça s'est bien passé parce qu'on a fait nos preuves dans le métier. Puis bon, nous on aime ce métier, on aime les gens qui le pratiquent et avec plein de directeurs artistiques super qui viennent enseigner, comme Alexis, Christophe, Donald, bien sûr, etc., qui viennent enseigner chez Dub School. On a monté un petit noyau super sympa, les retours sont top. On est parti de rien, ça fait tout juste 1 an qu'on a ouvert. Voilà, nous on n'est pas du tout dans un objectif ni financier ni rien du tout. Tu vois, on est vraiment la transmission. Voilà, c'est la transmission. On est hyper contente. Voilà, peut-être qu'un jour on se paiera. Hein, pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être qu'un jour ça nous fera gagner des sous. Mais bon, pour l'instant, voilà, pour l'instant on kiffe en fait. On kiffe transmettre et c'est une super aventure. C'est une chouette aventure humaine et on découvre des talents incroyables. Alors on prend que des comédiens qui sont déjà comédiens. On prend pas de débutants. Des débutants en doublage, oui. Mais qui ont déjà tourné, joué au théâtre, ou au moins pour les plus jeunes qui ont au moins 3 ans de cours de théâtre dans une formation un peu costaud, tu vois, comme les conservatoires ou tu vois, ou cours Florent ou d'autres cours. Donc voilà, mais c'est super. Il y a vraiment, on a une tonne d'élèves qui bossent tout de suite derrière après 5 jours de stage seulement. Enfin, c'est génial. Donc c'est vrai que oui, donc pour revenir à ta question, en fait, tu vois, je m'éparpille beaucoup. Les émotions, comment je sais revenir justement à l'essentiel, voilà. On adore les digressions, mais on finit toujours par revenir au point central. Voilà, et en fait, je me perds pas, justement, c'est que je sais toujours pourquoi je fais ça. Oui, bien sûr, pourquoi parce qu'il y a je un fais ce métier, contexte à expliquer. Pourquoi je veux former des gens, pourquoi j'ai voulu faire des enfants, pourquoi j'ai fait tous ces choix de vie et tous les choix que je fais, je sais toujours pourquoi je les ai faits. Et en fait, je reviens toujours à l'essence même de mon envie et je pense que c'est peut-être un des secrets pour être heureux. Et pas se perdre totalement. Bien sûr. Même quand on fait beaucoup de choses différentes, de savoir et puis de savoir prendre le temps qu'il faut pour chaque projet. Voilà, c'est-à-dire que là, j'avais un beau projet qui nécessitait 8 jours à l'étranger. Je suis partie 8 jours à l'étranger. Du coup, j'étais 8 jours sans enfant, sans rien. Donc, il y a aussi des moments où c'est un peu triste et tout. Mais tu sais pourquoi tu as accepté, parce que c'est un beau projet. Parce que ce moment-là va être plus long professionnellement. Et puis après, la semaine prochaine, tu vois, je vais avoir 1 semaine dédiée à mon école. Mais j'emmène mes enfants, donc je fais un peu des deux. Bien. Et puis après, 1 semaine où je serai que en vacances avec mes enfants et ce sera que pour eux. Et voilà, donc en fait, je pense qu'il faut choisir du temps pour chaque chose et ne pas les négliger, pour réussir à tout faire.
Mais alors, c'est génial comme discours et je bois tes paroles. Mais comment, dans les faits, on arrive à faire ça quand on est Dorothée Pousseau, qu'on est maman, qu'on a une école de doublage, qu'on va aux États-Unis, qu'on revient 8 heures de décalage. Tu es de partout. Comment tu fais pour trouver vraiment l'équilibre dans ta santé mentale? Parce que bien évidemment, j'entends ton discours, tu dis, oui, j'ai beaucoup de sens. Tu trouves du sens dans ce que tu fais. Bien sûr que ça joue. Mais au-delà de ça, la fatigue. Oui, la fatigue, mais c'est de la fatigue un peu physique. Mais après... Après, le moral est tellement... Non, non. C'est hyper intéressant. Non, il y a une charge mentale, mais elle est tellement joyeuse qu'en toute honnêteté, c'est pas une charge mentale de contraintes pesantes, quoi. Après, je suis bien entourée, hein. J'ai une jeune fille au père qui vit chez nous, qui m'aide avec les enfants, et parce que mon mari est ingénieur du son aussi, il travaille que sur des très gros films. Donc parfois, nous, dans nos métiers artistiques, que ce soit la musique, le doublage, enfin, tous les métiers, hein, les tournages et tout, parfois on tourne de nuit, il va mixer de nuit, je vais partir à l'étranger, tout ça, donc on est obligé d'avoir quelqu'un plus présent. Donc on a, oui, effectivement, je suis aidée à la maison avec une jeune fille au père, je suis aidée au boulot par une de mes meilleures amies qui m'assiste beaucoup et qui me remplace parfois quand je suis pas là. En fait, on s'aide pour la charge mentale et pour la charge de travail en général. Et en même temps, c'est que tout ce que tu cites, c'est tellement que des choses positives que en fait, tu la ressens pas vraiment, la charge mentale, tu vois, c'est pas pareil. C'est pas pareil, je trouve. Enfin, moi, ça me permet de rester toujours, je trouve ça tellement cool. Tu vois, je me dis, mais c'est génial, ouais, ça a marché, ouais, il y a des gens qui s'inscrivent à notre stage, mais c'est trop cool. Ça veut dire qu'ils s'intéressent à nous, enfin, tu vois, je vais être toujours contente, quoi. Genre, ouais, on m'a pris pour un rôle, mais ça veut dire que j'étais bien. Tu vois, enfin, bon, je vais toujours me dire ça, donc en fait, c'est toujours un moteur, quoi. Ouais, voilà. Parce que je pense que c'est dur quand c'est des mauvaises nouvelles. Tu vois, quand tu as la charge mentale parce que tu as un enfant malade dont tu dois t'occuper et tout ça, c'est terrifiant. Enfin là, si tu as en plus un boulot prenant avec des choses très contraignantes au travail, mais nous, c'est que du jeu. Quand tu arrives en studio, que tu doubles anxiété, même si c'est du boulot, faut pas trop croire non plus. Ce n'est que du fun, c'est vraiment du boulot, mais c'est un boulot qui est tellement fun. Tu vois, on n'est pas dans un boulot fatigant, on n'est pas... Voilà, donc du coup, ça se fait toujours avec joie. C'est ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que le noyau du truc, c'est que tu aimes profondément ce que tu fais et il y a un sens énorme dans ce que tu fais qui fait que, comme tu le disais, si on te dit, j'ai besoin de toi aux États-Unis, tu analyses le projet, si tu vois du sens, c'est un bonheur pour toi d'y aller, malgré le décalage horaire, tout ça, etc. Oui, et puis après, c'est pas grave. Je consacrerai plus de temps à mes enfants. Quand les copains diront, on se fait un resto, je dirai, pas cette semaine. Là, j'ai été absente une semaine, j'ai envie de voir mes enfants tous les soirs. Je vais pas sortir, mais la semaine d'après, oui, mardi soir, allez hop, on se bloque un soir et on y va. Et voilà, je vais essayer de garder du temps pour mes amis aussi. Tu y arrives, l'équilibre vie pro, vie perso? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Franchement, ça va. C'est toujours pareil, tout est qu'une question d'organisation, mais... T'es quelqu'un d'organisé? Ouais. C'est important, j'imagine, avec mais en fait, du temps. Mais j'ai toujours été... Mais comme je travaillais à 6 ans, j'ai toujours été, tu vois, vachement dans dire, bon, ok, là, tac, tac, tac. Et puis j'étais à l'école d'enfants du spectacle, qui est une école à mi-temps. J'avais cours le matin et l'après-midi des activités, ou des tournages, ou du doublage et tout ça. Ce qui fait que j'ai toujours eu l'habitude de dire, ok, je sors de l'école à 13h, je mange, 14h j'ai piano, 16h30 j'ai violon, tu vois, le soir j'ai danse, machin, le lendemain j'ai gym, après je faisais plein d'activités différentes. Donc j'ai toujours eu des emplois du temps, quoi, tu vois, hyper remplis, tu vois. Et voilà, donc j'ai l'habitude aujourd'hui, je continue et dire tiens, samedi il y a l'anniversaire de truc, mince, je bosse. Alors la petite a un anniversaire, je vais anticiper, je vais acheter le cadeau, je vais préparer, il va être dans l'entrée, elle a fait sa petite carte, machin, tu vois, je vais penser à tout, je me fais des notes. Dans le téléphone, il y a plein de notes, chercher ça, poser tel truc. Ouais, ça t'aide. Et je trouve ça hyper inspirant parce qu'en fait, c'est ton lifestyle. Et je pense que il n'y a pas de lifestyle parfait, ça pourrait être très anxiogène en fait. Horrible, ce que tu dis, mais ça pourrait être horrible pour plein de gens. Beaucoup de gens. Et toi, ça t'allège ta charge mentale justement. Sans ça, ça serait peut-être la panique. Sans tes notes, sans le fait d'avoir tout carré comme presque pas comme du papier à musique, mais t'as compris l'idée presque. Depuis toute petite, ça te sauve un peu ta charge mentale d'être comme ça. Oui, en fait, c'est même pas que ça me la sauve, mais c'est que du coup, je suis habituée quoi. Du coup, ce n'est pas un poids. En fait, c'est tellement habituel.
que, bah, tu sais, souvent on dit que moins on en fait, plus on est crevé, quoi. Ouais. Et c'est assez vrai. Tu vois, C'est assez vrai parce que je vois même sur une copine à moi qui travaille énormément aujourd'hui et qui du coup quand elle dit je suis naze comme on pourrait se dire et moi aussi tu vois c'est justifié et à l'époque elle bossait 2 jours par semaine et elle me disait je suis crevée, je suis naze et je me disais bah, disons pense à ceux qui bossent 7 jours sur 7 dans des boulots bien plus compliqués tu vois et je me disais bah eux ils ont crevé, pas toi. Normalement. Mais voilà, mais parce qu'elle en faisait pas beaucoup. Et maintenant, elle en fait une tonne. Et là, voilà, tu vois. Mais voilà, c'est juste que bah, c'est un rythme à prendre, c'est une habitude. Mais c'est pas ça, justement, le secret pour toi de dire qu'aujourd'hui, bah, la fatigue, tu la ressens pas trop, c'est d'être constamment stimulé. Oui, et puis après, bah oui et non. Après, ton corps, parfois, il est crevé. C'est le contraire, du coup, du fait de ne rien faire et du coup d'être naze. Ton lifestyle, clairement, en fait, tu es à 200 à l'heure. Tu t'écoutes moins. Tu vois, tu t'écoutes moins, tu te dis pas genre ah tiens je suis un peu trop crevée là, machin, t'as pas trop le temps de t'écouter en fait. Donc t'avances, tu fonces, tu fais tes trucs, et puis quand t'es naze, bah tu te dis ah bah tiens là parfois j'hésite pas, là j'avais un dîner avec un copain ou un pote, il est pas non plus de passage à Paris pour une nuit, je peux le voir dans 3 jours, je décale si vraiment je suis éclatée ou tu vois, et lui pareil et voilà et il faut s'écouter aussi un peu quand vraiment ton corps il fait bip bip, tu vois, et là tu te dis bon allez ce soir je me couche tôt. Et après je vais être capable de dormir à 22h et de me faire une nuit, tu vois, de 10 heures d'un coup et puis pour repartir sur des nuits de 5 heures après derrière, tu vois. Tu te connais en fait, c'est juste ça voilà. Je pense le secret. Je vais te poser une autre question par rapport aux émotions parce que du coup, pour rester dans le thème vice versa, j'ai cherché les émotions les plus prédominantes chez les gens. Ah alors c'est quoi ? C'était incroyable ce que j'ai trouvé parce que je m'attendais pas à ça. On dit toujours que voilà, les Français sont très râleurs, très tristes, etc. Alors attends, laisse-moi trouver. Franchement, ça m'a étonnée. Hein. À ton avis ? Égoïste ? Non, franchement, c'est positif. Ah, c'est positif. C'est pour ça. On dit toujours non, justement généreux peut-être. Non, même pas. Ah non ? L'espoir. L'espoir. Écoute. Pourtant, j'ai pensé que le français était pessimiste. Bah, c'est pour ça, j'étais hyper étonnée. Et c'est quand même 53%. Bah, tu vois, comme quoi 53% des gens, des Français qui disent que l'espoir, c'est. Mais oui, mais moi je trouve que l'espoir fait vivre. L'émotion l'émotion en laquelle ils croient le plus, en laquelle ils se reconnaissent le plus. C'est un sondage qui a été fait par Via Voice. Et ensuite, il y a voilà, c'est vraiment par contre ascenseur émotionnel. À 46%, c'est la tristesse. Donc on a espoir à 53%, tristesse 46%, colère 38%. Ah ouais ? Ouais. Donc les Italiens doivent être plus colères, non ? J'aurais pas dit forcément le français. Bah, ouais, je sais pas. Ouais. C'est quelque chose qui te parle à toi ? Ça te paraît, je sais pas, ça te paraît la tristesse, représentatif toi personnellement ? Tu vois, tu perds quelqu'un de ta famille ou tout ça évidemment. Mais l'espoir prédominant en tout cas. Ah oui, ça c'est sûr. Ah bah moi c'est sûr parce qu'en fait c'est l'espoir et le rêve. Tu vois, je vais le mettre un peu ensemble, c'est-à-dire que les objectifs, l'espoir de tourner un nouveau film, l'espoir de travailler sur un projet ou l'espoir de partir un jour en voyage. On a découvert en famille tous les 4 le Costa Rica cet été. Trop bien. On n'était pas partis loin depuis un moment et franchement, c'était magnifique quoi. J'adorais le peuple, j'adorais les gens. Puis nous on aime voyager un peu. J'étais habituée avec mes parents un peu. Tu vois, on va jamais aller dans un hôtel et se poser à la plage une semaine. Ça n'existe pas. Bon, sauf si tu fais un pays tu vois, genre type l'île Maurice. Bon, il y a pas forcément, il y a beaucoup de choses à voir, mais je veux dire, tu t'en fais vite le tour. Tu peux te poser à la plage. Mais par exemple, là, on a fait vraiment un road trip. On a visité plein de trucs. On est même allé dans une école. Je me suis incrustée. Je nous ai incrustés tous les 4 dans une école costaricaine. Qui est une école publique très pauvre du quartier. Tu vois, le salaire moyen, c'est 180 € par mois. Waouh. Des gens. Donc en fait, les enfants, on y allait, c'était incroyable parce qu'ils sont 143 dans l'école, parce qu'on a décidé de les aider. Enfin les filles, mes filles ont décidé de les aider sans demander de sous aux gens, mais en demandant des fournitures scolaires. Okay. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de cartable, ils n'ont pas de trousse, ils n'ont pas de stylo, ils n'ont pas de règles, d'équerre, tu vois. Et nous, on passe notre temps à racheter. Finalement, tout le tiroir, il y a 3 équerres. Tu fais, voilà, enfin bon, bref. Donc du coup, en fait, on demande un peu autour de nous, tu vois, tous ceux qui ont des cartables et tout à donner. Et avec mes copines hôtesses de l'air que j'ai connues en colo Air France avec le CE de mon père quand j'étais enfant, qui sont devenues hôtesses, de les ramener là-bas pour l'école. Voilà.
Donc on ne fait pas de donations financières, ils n'en ont pas besoin en fait, et ils ont besoin de sacs, de cartables, de trucs, même si c'est usagé, c'est super, c'est mieux que rien. Bah oui, c'est déjà ça de prix. Ils n'ont pas de livres non plus, donc on essaie de récupérer des livres, mais j'essaie de récupérer ça avec une école espagnole, parce que les cours sont en espagnol. Ouais. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué, ça c'est déjà plus complexe à mettre en place, et j'essaie quand même en parallèle de faire ça, voilà. Et du coup, toi, tu étais quel genre d'élève? Pourquoi aujourd'hui tu gardes... Bon, t'es maman, alors, moi, j'étais pas très école. Pourquoi tu gardes ce lien toujours avec la scolarité? C'est quoi qui te donne envie de non, mais la scolarité, c'était juste là pour voir une école, comment les enfants... C'était pour montrer en fait à mes enfants comment les enfants dans les autres pays vivent. Et surtout comment ils vont à l'école. Parce que moi, elles sont à l'école publique, mais elles sont dans une école publique, dans un joli quartier... Enfin, en banlieue parisienne, mais dans une banlieue jolie, qui est sympa, avec des... Bon, il y a des enfants de tous les horizons, je veux dire, c'est très mélangé, mais bon, ça va dans un pays où on ne paye pas les soins, où tous les enfants ont accès à tout. À l'école, ils ont des supports, ils ont des cahiers, ils ont des stylos, enfin, tout va bien. Et, mais pour leur montrer que ce n'est pas, bien sûr, c'est pas la norme, voilà, et ce n'est pas... et que c'est une chance, bien surtout. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en rentrant, du coup, elle était là, waouh. Et alors, pour l'anecdote privée, normalement, quand je fais les fournitures scolaires, à chaque fois, il y en a pour 100 € par enfant, à peu près, tu vois. Et là, j'ai eu pour 100 € pour les deux. Ok. En rentrant du voyage, on a fait les fournitures scolaires et à chaque fois que j'allais reprendre une équerre, tout fait, non, ça j'ai. Non, maman, rachète pas de compas, j'en ai un et tout. Je dis, ah bon, il n'était pas cassé. Non, c'est bon, c'est bon, maman. Et en fait, j'en ai eu pour la moitié prix. C'est fou. Parce que les deux. Ouais. Les deux, elles ont dit, mais attends, c'est pas la peine de dépenser, on a assez, on a de quoi faire, machin, etc. Après, on a trié toutes les affaires de tout. En plus, on a emménagé il n'y a pas longtemps dans cette nouvelle maison. Et donc, du coup, on avait plein de trucs à trier. Et elle m'a dit, bah voilà, on a préparé plein d'affaires. Et on récupère tout ce qui traîne en plus pour tous ceux qui n'ont rien, quoi. Donc, voilà, mais après, j'ai toujours aimé voyager comme ça. Quand j'étais petite, moi, je me souviens, mon père, il m'avait emmené un jour au Brésil, tu vois, en me montrant les enfants dans la rue. Qui vivent dans la rue, en fait. Et il m'a dit, tu vois, c'est une chance d'avoir un toit. Moi, j'ai grandi dans le 13e, dans le quartier chinois à Paris, qui est un super quartier et tout ça, enfin, dans une grande ville. Voilà, on manquait de rien. On avait un appart sympa, tout ça. Et donc, il disait toujours, c'est pas partout pareil dans le monde et c'est une chance. Et donc voilà, donc c'est vrai que je me souviens du coup, ado, quand les filles commençaient à arriver à faire « Ouais, machin, il a dit ça sur bidule », tu sais, à faire les pestes ou tout ça. Ouais. Ah, moi, c'était pas du tout ma mentalité. Et à chaque fois, je disais « Oh là là, il y a tellement plus grave ». Tu sais, moi, j'étais traumatisée des enfants qui avaient plus de bras dans la rue. T'avais déjà une maturité en plus, en fait. Ouais, enfin, parce que t'avais vu des choses. Oui, voilà, pas surtout forcément, mais sur ce point-là. Oui. Parce que je me disais « Ah oui, mais en fait… Bah ouais. T'étais au-dessus de ça, complètement. Ouais, voilà, enfin, sur ça. Hein. Mais après, dans cette école, les enfants, comme ils étaient tous artistes, ils avaient déjà une mentalité un peu plus mature, tu vois. Ah, cool. Mais bon, voilà, c'était... ouais, enfin, il y a fait un décalage, du coup, hein, c'est intéressant. T'as ressenti, non, un décalage de maturité émotionnelle? Je sentais par rapport à ma cousine, par exemple, elle était dans une école avec des enfants... comme elle, tu vois, enfin, comme tous les enfants du monde, enfin, tous les enfants de France, en tout cas, qui allaient à l'école et qui pratiquaient une activité sportive en dehors, tu vois, ponctuellement. Et moi qui étais dans une école où il y avait les danseurs de l'opéra, les gymnastes à très haut niveau, les Souria Bonali, les patineurs, tu vois, tout ça, les musiciens, les chanteurs du CNSM, tout ça, et des enfants de la Croix-de-Bois et tout. Et en fait, les gamins, comme ils pratiquent 4-5 heures d'activité par jour à des niveaux de malades, en fait, ils ont une maturité. Parce que quand tu es très haut sportif, tu vois, ou un chanteur incroyable, ou un musicien qui pratique le violon 5-6 heures par jour, tous les jours de la semaine, t'as une endurance, en fait, une persévérance d'adulte qui n'est pas du tout celle d'un enfant. Donc, on était déjà... Tu vois, dans la cour, moi, je me souviens, ma cousine, elle disait « Ah ouais, t'as pas un pull blanc-bleu et un jean cimarron ?» C'était ma génération. Et puis nous, on disait « T'as vu le dernier concert de machin ? T'es allé voir le philharmonique de… » Tu vois, c'était pas du tout les mêmes échanges. Il y avait un gros décalage. Ouais. Donc en fait, finalement, on n'était pas trop mal entre nous, entre guillemets, parce que ma cousine qui faisait mon métier aussi, mais qui était dans une école pas appropriée, elle se faisait cracher dessus, les gens, tu vois, les gamins sont toujours méchants, l'adolescence, tu vois, ils la jalousaient. Beaucoup de cruauté, au lieu d'être contents, d'être machin, tu vois, ils étaient envieux et méchants. Du coup, elle, c'était l'enfer, elle vivait l'enfer, quoi.
Alors que nous, ça passait crème et tout le monde était content. Ouais. Enfin, dès que quelqu'un avait un rôle, on disait ouais, chouette, c'est super. Enfin, il n'y avait pas du tout de... Ouais, c'était très bienveillant. Ouais, je vois de ouf. Et du coup, j'ai gardé, tu vois, cette bienveillance, je pense, tu vois. Je déteste la méchanceté. C'est le truc c'est vraiment le truc que je ne supporte pas. Je déteste, je comprends pas pourquoi être méchant. Je veux dire, la vie, elle est déjà dure. Tu vois, elle est déjà assez dure pour beaucoup de gens, enfin, pour tout court même, tu vois. Pourquoi être méchant avec des gens, quoi? Et c'est souvent en plus les plus démunis qui sont vraiment, tu tires sur l'ambulance, quoi. J'ai vu autour de moi assister à plein de gens, tu vois, qui étaient vraiment méchants sur encore plus ceux qui étaient déjà par terre. Tu te dis, mais pourquoi, quoi? Tu vois, ça a toujours été incompréhensible pour moi, en fait. Ah, mais complètement, c'est lunaire. Non, mais je te rejoins de ouf sur ce sujet-là. Mais pour revenir sur le sujet de l'école, toi, on va le répéter encore, t'es maman, avant ça, t'étais écolière. Toi, tu l'as vécu comment vraiment sur le plan de l'éducation? Oui, alors déjà, moi, je te dis, j'étais pas ultra scolaire. Est-ce que tu sentais que c'était adapté à toi, ton rythme? Et est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à tes enfants, tu trouves que le système éducatif, comment c'est fait, c'est adapté à chaque enfant? Ah ben non, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon système éducatif, il était canon. Parce qu'en fait, j'allais à l'école que 5 heures par jour, de 8 heures à 13 heures. Ouais. C'était aménagé. Et ça me convenait. Pour moi, c'était parfait. C'était horaire aménagé. C'était parfait par rapport à ce que je faisais. C'était une toute petite école. Il n'y avait que 2 classes par niveau. On était, c'est tout petit. C'est une école publique, hein. En plus, elle est publique et gratuite. Elle existe toujours. Elle est rue du Cardinal Lemoine, dans le 5e, à Jussieu. Moi, je prenais mon métro, j'allais toute seule à l'école le matin, dès l'âge de 7 ans. Il y avait 4 stations, tu vois, c'était direct, machin. Bon, c'était une autre époque aussi. Et en fait, oui, moi, c'était hyper approprié. Je me souviens, quand on comprenait pas un cours, on pouvait appeler le prof sur son fixe chez lui pour lui dire mais pourquoi? Mais vraiment, véridique, j'ai déjà fait. Et donc, moi, c'était approprié. Après, moi, j'étais déjà toute petite passionnée par tellement de choses que le côté scolaire, assis derrière un bureau à apprendre, ça me gonflait un peu. Après, comme mon père était très scolaire, j'étais obligée. C'est-à-dire que si je voulais tourner, d'abord, il n'y a pas que les parents. Hein, l'ADAS, si tu ne suis pas à l'école, tu n'as pas le droit de faire des tournages. Ils regardent ton niveau scolaire et il faut l'autorisation du directeur de l'école. Donc, comme je voulais tourner à tout prix, parce que les doublages, c'est venu un peu après, il fallait que je sois bonne à l'école. Sinon, je n'avais pas le droit de tourner. Ni de la DAS, ni de mes parents. Donc, c'était la condition. Donc, j'avais 1 an d'avance et j'avais 15 de moyenne minimum tout le temps. Parce que, même en seconde et tout, parce que sinon, je pouvais pas tourner. C'était la carotte, quoi, au bout du... Donc, voilà, mais après, j'aurais pas eu cette carotte, j'aurais été cancre. Hein, parce que ça me saoulait, en fait, l'école, c'était pas... Tu vois, ça me gonflait. Mais c'était peu d'heures. Et je vois mes filles... C'est 8h30, 16h30. Mais alors, encore quand tu arrives au collège, tu vois, ils sont déjà un peu plus grands. Mais moi, ma petite qui a 7 ans, elle a 1 an d'avance, elle est au CE2. Mais quand même, tu vois, elle est petite, quoi, 7 ans. C'est un bébé. Enfin, tu vois, pour moi, c'est des bébés. Ils arrivent au CP, ils ont 6 ans. Ils se tapent des journées de l'espace. Tu vois, ils ont évidemment plus de sieste, plus de temps calme, machin. Et là, ils se font 8h30, 16h30. Et quand ils sortent, il y a des devoirs. Nous, cette année, c'est un peu moins horrible pour les deux, mais l'année dernière, c'est atroce. Et donc, les gosses, ils rentrent, et puis t'as envie qu'ils fassent une activité. Enfin, moi, ma grande, elle fait de la guitare, la petite, elle fait du piano. Elles apprennent le solfège, tout ça, je trouve que c'est intéressant dans la vie. Et puis, si j'arrive à leur payer, parce que c'est hors de prix, qu'est-ce que c'est cher, les activités. Mais bon, si j'arrive à leur offrir, j'ai envie de leur offrir, tu vois. Et je trouve que c'est une ouverture d'esprit, et que, voilà, et je ne comprends pas pourquoi le système scolaire fait sortir nos gosses à 4h30. Alors que tu les fais sortir à 2h30, mais Freud a prouvé que notre cerveau, il assimile 4 heures par jour. Point. Même Einstein, tu vois. Donc, il va juste assimiler plus vite. Mais il va assimiler 4 heures par jour. Donc, en fait, ça ne sert à rien de les laisser 8 heures par jour à l'école. C'est juste les épuiser pour rien. S'ils font 4 heures de cours intensifs, et après, ils font du sport à l'école, parce que les parents, ils peuvent pas les chercher à 13h, évidemment. Mais après, ils font du sport, ils font de la musique, ils savent lire une partition, ils apprennent à danser. Danser même des danses de salon, c'est génial. Ils apprennent plein de choses, ils apprennent le karaté, ils apprennent à se défendre, ils apprennent... Et même des cours de bienveillance, ça ferait pas de mal. Apparemment, ils en parlent, je sais pas quoi, j'ai entendu. Empathie, voilà, bon. C'est l'idée de des cours d'empathie, voilà, des choses comme ça. Mais purée, ce serait génial, quoi. Enfin, voilà. Tu vois, pour moi, ce serait un bon système scolaire, en fait. Et pas des cours de chant, apprendre à chanter, apprendre à danser. Et on dénicherait tellement de talents.
C'est-à-dire pourquoi nous, en France, nos comédies musicales, elles n'ont pas le même niveau? Pourquoi nos gamins à 15 ans, tu vois, nos émissions et les émissions américaines, tu fais oh! Parce que en fait, c'est ancré. Dès qu'ils savent marcher, ils apprennent à chanter, à danser et tout. Nous, c'est pas encore. Nous, de toute façon, en sortant à 4h30, moi, mes filles, elles font un cours de danse par semaine et un cours de guitare par semaine ou de piano. Point, fin de l'histoire. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Je dirais, elles sortent de l'école et elles rentrent, il est 5h. Là, t'as 1 heure de devoir, t'as des livres à lire, puis puis moi, j'ai envie qu'elle joue. Je veux pas qu'elle perde ça. Tu vois, et je suis contente parce que ma grande, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'écran. On en a, mais c'est interdit la semaine. Et que s'il y a du temps mort, on fait un jeu de société, on fait, si on est ensemble, si elles sont toutes les deux, elles vont jouer. Moi, je veux qu'elles jouent encore même au Barbie, au Playmobil, au Fisher-Price que tu veux, à n'importe quoi, au Lego. Jusqu'à 10 ans, je suis trop heureuse de l'avoir joué, de l'avoir imaginé des histoires. Et voilà, c'est là où je me dis, yes, quoi, j'ai réussi à ce qu'elle garde cette part d'imaginaire et je veux qu'elle la garde toute la vie si c'est possible, quoi. Mais en fait, ça, c'est vraiment le travail des parents parce que l'école n'aide pas sur ça, Ah quoi. bah non, Au contraire, il y a un formatage. Comme tu dis, on est assis pendant crevés. 8 heures. Un enfant n'est pas fait pour supporter ça. Bah pas du tout, mais personne, puis c'est prouvé. Hein. Oui, personne, même adulte. C'est prouvé médicalement, en fait, tu vois. Mais déjà, regarde, moi, je fais les mêmes journées, quasiment que elle. Donc, à 1 heure près, je fais les mêmes journées. Nous, on commence 1 heure après et on finit 2 heures après. Donc, j'ai 1 heure de plus qu'elle dans ma journée. C'est tout. C'est ouf. Par rapport à un enfant de 6 ans. C'est ouf. Tu vois, en sachant que moi, quand je sors, bon, après, j'ai des journées qui sont plus longues quand je cumule des choses, tu vois, évidemment, mais dans la moyenne, c'est ça. Mais quand je sors, moi, j'ai fini ma journée. Au pire, je vais boire un coup avec une copine, tu vois. Les autres, elles rentrent et elles se tapent les devoirs. Et puis, comme elles ont voulu faire de la guitare, il y a les devoirs de guitare, les devoirs de solfège, c'est interminable. Mais bon, ça, encore, elles le font avec plaisir, puisque c'est un peu l'activité que tu as choisie, que tu as l'instrument que tu as envie d'apprendre. Mais c'est impossible, quoi. Tu vois, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, tu as les gamins, je comprends les parents qui disent, bah vas-y, j'allume la télé. Et puis, toi-même, quand tu rentres du taf, tu n'as pas forcément envie de taper un Uno, tu vois, bon, voilà. Et tu n'as pas forcément envie de te mettre par terre pour jouer au Playmobil. Donc, je comprends, tu vois. Alors, moi, j'ai la chance qu'elles soient deux, et c'est 2 filles, et elles s'entendent très bien. Donc, c'est une grosse chance aussi. Ce qui fait qu'il n'y a pas de dispute et genre, bon, moi j'allume la télé pour régler l'histoire, quoi, tu vois. Mais je comprends très bien que les gens le fassent, c'est évident, c'est évident. Ah ouais, non mais... Et le gamin, quand il sort, qu'il est éclaté de fatigue, il va plutôt être passif devant un petit dessin animé sympa, tu vois, se vider la tête sans réfléchir, plutôt que, allez, ouais, on joue au combat, tu vois, plutôt que de repartir là-dedans, quoi. Ouais, c'est... Mais je pense que ça ne changera jamais. Malheureusement. J'allais dire, c'est peut-être le problème. C'est que et moi, j'ai plein de gens autour de moi qui sont partis. C'est intemporel, quasiment. J'ai mes meilleurs amis, ils sont partis vivre en Espagne parce qu'ils sont dans une école où, justement, c'est 8h30. Non, pardon, c'est 9h, 16h30. Donc, c'est à peu près pareil, une demi-heure de moins. Mais par contre, sur le temps scolaire, il y a de la robotique, il y a de l'informatique, où ils apprennent justement très tôt à se servir de tout ça qui vont être des outils dont ils vont se servir forcément plus tard. Faut pas se leurrer, hein, dans 15 ans, quand ils vont partir dans la vie active, ce sera encore plus multiplié, tu vois. Complètement. Et ils font du sport, mais comme des tarés. Il y a, je crois, 4 ou 5 heures de sport par semaine. Oui, ils touchent à plein de sports. Tu vois, nous, c'est 1 heure. L'école publique, c'est 1 heure de sport par semaine. Ouais. Et c'est la maîtresse qui fait cours dans la cour. Je jure que c'est vrai. Ah ouais. C'est lunaire, quoi. Ouais, tu vois, complètement. Non, mais il y a un vide, il y a un vide. Et on parle même pas des enfants qui ont des spécificités, des enfants 10. Oh bah non, mais laisse tomber. Dès le moment où il y a une différence. Ah bah non, mais là, c'est fini. Ils disent, oui, votre fils est débile. Ouais, mais c'est ça, vraiment. Hein. Vraiment, il y a un vide dans l'inclusion. Et bah écoute, moi j'ai une question sur ça par rapport à ta voix justement que je voulais te poser. T'as une voix atypique. Ouais. Est-ce que ça soit à l'école ou dans la vie de tous les jours, ça a toujours été une force? Ou est-ce que parfois, parce qu'aujourd'hui ça l'est, hein. Aujourd'hui clairement t'as envie, c'est ton métier, c'est ta voix. Oui, mais ça l'est oui et non, c'est toujours pareil. En fait, ça a été sujet à moquerie c'est une force. Non, pas du tout. Okay. Non, par contre, non, puis je te dis, franchement, j'ai plutôt été avec des gens bienveillants toute ma vie et je m'entoure encore de gens bienveillants. Mais non, ça n'a pas été ça.
Parce que, permets-moi de te couper, juste on sait qu'on vit quand même dans une société où, comme on le disait avant, tu as une différence, déjà, tu es soit débile, soit tu es catalogué, soit voilà, tu es rejeté. Non, mais non, c'était pas ça. Non, au contraire, c'était même plutôt souvent dire « Ah, c'est joli, une voix cassée » ou tu vois, bon, non, c'était pas trop ça. C'était plus que... en fait, ça a été plutôt un avantage, évidemment, puisque ça m'a aussi mené, c'est pas que le jeu, tu vois, c'est pas que l'acting, je pense que c'est le combo des deux, en fait, qui fait que ça m'a mené à avoir des rôles voilà, plus importants ou qui ont marqué, ou je sais pas, ou moi avoir marqué l'oreille des gens avec une voix atypique. Mais d'un autre côté, du coup, les clients, parfois, il y a des rôles qui m'iraient bien, où le directeur artistique se dit « Ah tiens, j'aimerais bien te mettre sur ce rôle ». Et en fait, le client, il dit « Ah bah non, j'aime bien, elle est bien, mais là, sa voix elle est trop reconnaissable, ou c'est trop connoté, ou non, on va trop penser à Margot Robbie, ou on va trop penser à Anna ». Et du coup... je fais pas le rôle. Donc ça peut être un handicap parce que du coup ma voix est un peu trop connue et que finalement si tu as une voix qui est plus neutre, passe-partout, passe-partout entre guillemets, qui est plus neutre, finalement ça peut avoir certains avantages. Voilà. Ouais, je vois complètement. Mais bon, voilà. Écoute, de toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas me changer. Hein, donc, oui, mais globalement, de toute façon, ta voix est hyper reconnaissable, connue, et c'est ce qui fait que t'es propulsé. Alors, effectivement, ça te ferme aussi certaines portes parce que justement. Oui, forcément. Mais voilà, on peut pas fédérer tout le monde, c'est le concept du monde de toute façon. Mais c'est un peu, et puis les gens, surtout c'est très français, ça pour le coup, ils mettent beaucoup dans des cases. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu comme les gens qui font du théâtre, d'un coup on leur propose que du théâtre, on leur propose même autre chose. Ah mais non, il va faire que du théâtre, ou alors tu fais des rôles comiques tout le temps, on te proposera toujours que des comédies, et puis bon ben voilà, donc du coup le mec qui est très drôle, en fait finalement ça va être un peu un handicap d'un certain côté, parce que ça va lui fermer des portes de rôles dramatiques qu'il aurait peut-être très bien pu faire, mais parce que il est cantonné au rôle comique, on va pas l'humer, tu vois. Bon moi j'ai une voix qui est très connotée, du coup il y a d'autres rôles où qu'on me propose pas parce que ça va trop faire penser à Margot Robbie. Ouais, c'est compliqué en France, comme tu dis, de sortir des cases où on nous met. Déjà, la dernière question, Dorothée. Oui, vas-y. Je vais te faire réagir au film Barbie, donc où tu as doublé Margot Robbie, avec Ryan Gosling notamment. C'est un film qui aborde le féminisme et qui dénonce toutes les injonctions de la société envers les femmes. Le site Le Monde des grandes écoles a écrit « Barbie montre aussi qu'il est possible de s'habiller en rose, d'aimer le maquillage et les paillettes et d'être pilote, astronaute ou présidente ». Proposer une alternative à l'appropriation des attributs dits masculins pour qu'une femme devienne puissante est plutôt un message porteur d'espoir. Est-ce que cette analyse, elle te parle ? Oui, totalement. Totalement. Et quand j'ai découvert le film, d'ailleurs, avec Barbara Tissier qui l'a dirigé, qui est magnifique, en fait, on a tout de suite su... on a trouvé ça tout de suite brillant. C'est qu'on s'est dit... Ok, on s'attendait vraiment pas à ça. On pensait que ça allait être un truc un peu léger, un peu bébête, un peu rigolo, etc. Et en fait, voilà, j'ai défilé le film dans la journée. Et on s'est, au fur et à mesure du film, elle l'avait vu évidemment en amont, elle a préparé son boulot de directrice artistique, mais on s'est dit, ok, c'est un carton. Alors on pensait pas non plus à ce point-là, mais on s'est dit, c'est vraiment un chef-d'œuvre parce que ça parle à tout le monde et que justement, ça casse les codes et se dire regarde elle est blonde, tu vois, elle est toute mince, elle est grande, elle est blonde, elle est habillée en rose, c'est une débile quoi, c'est bon, c'est une Barbie, c'est une crétine qui a rien dans le crâne et tout. Et donc effectivement ça cassait un peu tous ces a priori un peu bateaux quoi que tout le monde a, qui sont ancrés dans la vie de tous les jours quoi. Mais et surtout c'était fait en fait avec finesse et avec humour. Et Ryan Gosling justement mais il est merveilleux, je trouve qu'il porte le film. Elle est super, Margot Robbie, elle est géniale, c'est une merveilleuse comédienne aussi, bien sûr, mais je trouve que lui, vraiment, il a su être touchant, en fait, tout en étant un peu bébête, mais sans être bête, finalement, parce qu'il est amoureux, donc c'est un peu l'amour qui le rend aussi comme ça, maladroit et un peu, voilà. Et mais quand il découvre le patriarcat et tout, mais ça pleurait de rire, quoi. Je trouve ça vraiment... je trouve ça génial et puis je pense que le succès a été mérité et puis c'était aussi dans une période où les gens avaient envie de rose quoi. Je crois qu'ils avaient envie de joie, de rose, de couleurs, de paillettes et de gaieté quoi. On en a tellement besoin. Et je trouve que c'est vraiment le film feel good mais dans toute sa splendeur où tu ressors de là, tu t'es marré. Voilà, et ce qui est drôle, c'est l'analyse de mes filles. Ok. C'était il y a 1 an, donc elles avaient 6 ans et 9 ans. Et
elles en sortent, elles allaient voir le film avec mes parents. Elles sortent du film et je les appelle en FaceTime. Je leur dis alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film et tout, parce qu'elles n'étaient pas à Paris, c'était les vacances scolaires, c'était le mois de juillet. Elles étaient descendues dans le sud et je lui dis qu'est-ce que vous avez pensé du film et tout, et la petite me dit mais c'est génial, j'adore, c'est la même maison de Barbie, parce qu'elle a la maison de Barbie à la maison, ouais. C'est la même maison de Barbie, et puis alors sa robe rose, c'est le rose qui était machin. Bon bref, elle ne voit que évidemment 6 ans, toute la déco, la robe, la tenue, le chapeau, voilà, donc elle me décrit tout le film, etc. Je dis ah bien, et encore, et, tu vois, qu'est-ce que ça t'a fait penser, à quoi ça t'a fait penser, quel message t'en tire, est-ce que bon bref. Bon, elle était bloquée sur tous les détails, la voiture rose, voilà. Et je lui dis à ma grande, et toi, alors, qu'est-ce que t'en as pensé, etc. Et elle me dit, ah bah c'est génial, j'ai adoré, etc. Puis elle me dit, bah j'ai compris, c'est les femmes qui dirigent le monde, quoi. J'adore, c'est incroyable. Et là, je lui dis, mais mon Dieu, c'est magnifique. Alors, je lui dis, alors non, malheureusement. Mais ce serait bien. C'est l'idée qu'on veut garder. Voilà, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça génial. Et entre 6 et 9 ans, tu vois, il y a un monde de compréhension. Et voilà, et c'est drôle parce que chacun y voyait sa lecture. Mais j'allais dire, il y a une lecture différente, ouais, complètement. Exactement, à tous les âges. Et je pense que, tu vois, mon mari, qui est un mec, quand on est allé à l'avant-première, j'appréhendais un peu parce que j'avais tellement aimé le film que je me suis dit, oh, j'espère qu'il va aimer lui aussi. Et comme c'est quand même justement très féministe et tout, je me suis dit, mais lui, c'est un féministe. Donc voilà, mais je me suis dit, est-ce que... et il a adoré. Et il m'a dit, mais c'est brillant, mais qu'est-ce que c'est intelligent, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que... Voilà, il a adoré aussi. Je pense que ça parle vraiment à tout le monde, quoi. Ouais, c'était assez universel. Ouais. Très rapidement, pour conclure, est-ce qu'en tant que femme, ça t'a fait du bien d'aborder le patriarcat? Ça t'a parlé particulièrement, ce thème? Oui, bon, c'est une globalité en fait, c'est un peu tout. Mais ça dénonce beaucoup le patriarcat quand même dans Barbie. Oui, oui, bien sûr. C'est ça le thème central. C'est ça le thème central, évidemment. Mais justement, c'était amené dans d'une manière tellement, voilà. Oui. Que du coup, c'est bien de pouvoir aborder le sujet de cette manière-là en fait. Bien sûr. Tu vois. Mais tu t'es dit, ouais, girl boss, on en a besoin. Enfin, c'était quoi l'émotion? Oui, il y avait une fierté en tant que femme. Moi, je suis très féministe, tout ça, donc je n'ai pas besoin de le revendiquer. Et puis, il y a beaucoup de femmes en doublage qui dirigent de gros films, qui ont de grosses responsabilités, même c'est d'ailleurs beaucoup plus les femmes que les hommes. Donc, du coup, dans notre métier, on le ressent pas, tu vois. Mais je me suis dit, si ça peut être acté pour la vie de tous les jours, en fait, dans toutes les mentalités, on aura tout gagné, quoi. J'adore. Et moi, je vais rester sur la conclusion de ta fille que j'aime beaucoup. C'est les femmes qui dirigent le monde. C'est les femmes qui dirigent le monde. Parce que ça, c'est quand même merci, incroyable. Mila. Vraiment, tu as raison. Merci Mila, complètement. Merci beaucoup Dorothée merci pour tous tes partages, ta confiance, tes merci. Confidences hyper inspirantes. Tu as une énergie de ouf. Je suis tellement fan de ce que tu dégages. Bravo pour tout, vraiment. Puis quelle carrière, mon Dieu, on se prosterne vraiment. Ouais, t'es trop mignonne. Non, mais vraiment. On se fait un check de fin, ça te va? Mais oui. Trop bien. Si.